Mondial de l'automobile à Paris. Autoroute Info, plein phare sur le mondial de l'automobile. On se retrouve porte de Versailles à Paris pour cette édition 2012 du Mondial de l'automobile où nous sommes en direct tous les jours jusqu'au 14 octobre entre 10h et 16h. Nous avons posé nos micros sur le stand de l'ASFA, l'association professionnelle des autoroutes et ouvrages routiers qui nous accueille dans le pavillon 2-2 allée E. Et depuis ce matin, plein phare sur des véhicules de plus en plus sûrs. Avant de retrouver notre invité, tout de suite, le mondial sur la toile avec Olivier Noël. Déjà 13 jours de mondial et c'est l'heure des premiers bilans. Pour la nouvelle république.fr, une des avancées principales, c'est la mise en valeur des véhicules électriques rangés en marge des principaux stands il y a 2 ans. Ils sont cette fois mis à l'honneur et si le public qui se prépare à un avenir teinté de sobriété répond présent, il reste encore partagé. Les stands de Porsche, Maserati ou Ferrari sont en effet toujours pris d'assaut. Même dilemme sur le monde.fr, à côté d'un article consacré à l'intérêt croissant des Français pour les carburants contenant du bioéthanol. Le site ne résiste pas à la tentation de nous présenter les 10 indécentes du mondial sportif. Luxueuses, énergivores, elles n'ont pas fini de faire rêver. Énergie électrique, bioéthanol et si l'avenir était à l'hydrogène. Enerzine.com et Caradisiac.com nous présentent le e-Kangoo, visible en avant-première au mondial. Équipé d'une pile à hydrogène, il offre une autonomie de 2 fois supérieure à un véhicule électrique équivalent. 1 millier de ces véhicules devraient être commercialisés dès l'an prochain. Et tout de suite, nous retrouvons Stéphane Chabrier et son invité. Merci Marie. Jean-François Huer, bonjour. Bonjour Stéphane. Alors vous êtes responsable sécurité et ITS chez PSA Peugeot Citroën. Donc ITS, c'est-à-dire en gros technologie innovante en termes de sécurité routière. Alors ITS, effectivement, ça veut dire système de transport intelligent en français. Et en fait, ça décrit l'utilisation des technologies de communication et d'information au service des transports, de la mobilité. Et dans le domaine automobile, ça veut dire la voiture communicante. Et lorsque l'on évoque la sécurité routière, on part bien entendu de ce qu'on appelle la sécurité passive, c'est-à-dire la protection des occupants avant tout. Absolument. La sécurité passive, que l'on appelle aussi secondaire, pour être cohérent, primaire, évitement d'accident, secondaire, passif, protection pendant l'accident, et tertiaire, on va en parler un peu, secourir les gens après l'accident. Donc aujourd'hui, en sécurité passive, depuis 20 ans, on peut dire qu'on a fait d'énormes progrès, que les voitures d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir en termes de protection pendant l'accident avec ce qu'elles étaient il y a 20 ans. Il y a par exemple énormément de progrès sur la déformation de la carrosserie elle-même. Oui, je crois que maintenant tout le monde comprend que pendant un accident, ce qu'il faut, c'est que la voiture se déforme et se déforme de façon suffisamment intelligente pour protéger l'habitacle dans lequel les gens doivent être au maximum protégés, donc par une voiture qui ne se déforme pas dans l'habitacle et qui en plus propose une retenue intelligente avec des airbags et des ceintures de sécurité qu'il faut porter bien sûr. Et lorsque l'on évoque la protection des occupants, on a évoqué tout à l'heure les enfants à bord de leur siège, il y a aussi la protection des personnes à l'extérieur de la voiture, les piétons en particulier. Alors, les piétons ou plus généralement les usagers vulnérables sont de plus en plus pris en compte par l'automobile. Il y a d'ailleurs des réglementations dans ce sens pour qu'au moment du contact entre la voiture et le piéton, qu'il faut bien sûr éviter, c'est ça la première sécurité, c'est éviter l'accident. Mais malgré tout, si un contact violent arrive avec un piéton, la voiture soit le plus protégeante possible. Alors avec l'arrivée de l'électronique à bord des voitures, il y a eu un bond en avant en termes de sécurité et aujourd'hui on peut envisager énormément de choses grâce à l'électronique. Oui, en fait l'électronique a commencé vraiment à apparaître dans le domaine de la sécurité active, donc l'évitement d'accidents. Je crois que c'est arrivé avec l'ABS, le système qui évite aux roues de se bloquer, c'est grâce à l'électronique. Ensuite est arrivé l'ESP qui est un système de correction de trajectoire qui permet à la voiture, dans des situations critiques où l'accident pourrait arriver, d'elle-même remettre le véhicule dans la trajectoire qui était choisie par le conducteur. Donc ces systèmes sont apparus déjà depuis quelques années. L'ESP est désormais réglementaire en Europe depuis 2011 pour les nouvelles voitures. Et le futur, c'est qu'on va continuer d'éviter l'accident le plus possible. Alors justement, jusqu'où on peut aller pour éviter un accident? On sait qu'en Suède notamment, et on en a parlé durant la matinée, les Suédois prônent une sécurité routière avec 0 mort. Est-ce que c'est une possibilité véritablement pour les prochaines années? Bon, je crois que ce que les Suédois appellent effectivement la vision zéro, c'est-à-dire 0 mort, ça repose sur le principe que toute vie mérite d'être sauvée et tout ce qui peut être fait pour sauver une vie doit être fait.
Donc évidemment, on est dans un monde extrêmement concurrentiel et difficile, techniquement difficile, mais la tendance c'est celle-là, et ça doit être l'objectif de chacun d'entre nous. Tous les acteurs de la sécurité routière, et bien évidemment des constructeurs comme PSA, doivent également faire tout ce qu'ils peuvent, dans un monde qui est ce qu'il est, pour sauver des vies humaines. Alors, on a évoqué l'ABS, l'ESP ce matin. On peut aussi évoquer des systèmes que PSA connaît bien, comme l'AFIL, qui est un système qui permet d'alerter en cas de franchissement des lignes. Je crois qu'on est là avec les sociétés d'autoroutes qui sont bien placées pour savoir que la somnolence ou l'hypovigilance sont une cause importante d'accidents et de morts sur les autoroutes, qui sont par ailleurs des réseaux extrêmement sûrs, puisqu'ils représentent une petite portion seulement des tués sur les routes. Malgré tout, ce sujet-là est, je dirais, traité notamment par PSA, puisque nous avons lancé en 2004 sur une Citroën C4 et C5 ce qu'on appelle l'AFIL, c'est-à-dire l'assistance au franchissement involontaire de ligne, qui permet d'alerter le conducteur lorsqu'il sort involontairement de la ligne dans laquelle il devrait rester, ce qui est probablement un signe de somnolence ou d'inattention. Et puis pour revenir un instant sur les systèmes de stabilité, il y a également le Snow Motion chez PSA. Oui, alors on a un certain nombre de fonctions, mais qui là, on va dire, n'adresse pas forcément des accidents potentiellement mortels, mais qui évite quand même d'avoir des accidents dans lesquels on peut avoir malgré tout des dégâts corporels ou des dégâts matériels sur la voiture. C'est le cas d'une voiture qui se mettrait à déraper sur un terrain très glissant. Alors jusqu'où on peut aller? On peut aller jusqu'à une forme de prise de contrôle de l'électronique à bord d'une voiture. On y est déjà, dans la mesure où on le voit bien avec l'ABS ou avec l'ESP. Depuis quelque temps, un certain nombre de décisions sont prises par la voiture dans des situations véritablement critiques où c'est sûr que le conducteur ne peut plus rien faire. Et on ira de plus en plus dans ce sens. Néanmoins, nous considérons que le conducteur doit toujours pouvoir exercer sa responsabilité. C'est lui qui contrôle la voiture et c'est lui qui prend des décisions. Néanmoins, un exemple qui va venir sur les voitures, c'est le freinage automatique d'urgence qui a pour mission d'empêcher la collision, on va dire, vers l'arrière du véhicule qui est devant, ce qu'on appelle fronto-arrière, en urgence, quand il est sûr, par l'analyse du calculateur, que le conducteur ne pourra pas éviter la collision. Là, on est en train de rentrer dans des systèmes qui vont prendre des décisions sur la base d'une mesure de la vitesse et de la distance par rapport au véhicule qui précède. Ça peut être un radar, ça peut être une caméra ou les deux. Alors, on ne peut pas tout mettre à bord d'une voiture en termes d'équipement, même si ce sont des équipements de sécurité. Il faut donc faire des arbitrages. Oui, c'est clair que on va dire, nous, les constructeurs automobiles, et nous, PSA, par exemple, avec aujourd'hui plus de 22 à 25 voitures 5 étoiles à l'Euro NCAP, on a fait, on va dire, 80% du chemin dans la protection pendant l'accident. On n'ira pas tellement au-delà. On ne va pas faire des chars d'assaut, ça ne servira à rien, ce serait même contre-productif. Donc on a aujourd'hui des voitures qui protègent extrêmement bien en cas d'accident. Par contre, le futur, et même le présent futur, c'est l'évitement d'accidents avec ces assistances à la conduite, mais ça coûte assez cher. Donc on a une véritable équation à prendre en compte qui est d'offrir au plus grand nombre la possibilité d'accéder à ces fonctions-là. Donc il y a un critère économique majeur qu'il faut qu'on adresse, nous particulièrement, puisque nous sommes des constructeurs généralistes, et que le meilleur moyen d'apporter de la sécurité aux gens, c'est de leur donner accès au plus grand nombre. Et donc ça veut dire des fonctions pas trop chères. Alors, un système de sécurité bien connu par PSA, c'est le e-call. Il faut forcément dire un mot de ce e-call qui est présent dans les voitures des marques Citroën et Peugeot depuis très longtemps. Oui, en fait, c'est le champ de la sécurité tertiaire qui concerne le secours aux personnes impliquées dans un accident. Donc, une fois que l'accident est passé, on n'a pas pu l'éviter, on a protégé malgré tout. On sait bien aujourd'hui, il y a encore 2000 morts dans les voitures chaque année en France. Il faut aider les secours à localiser la voiture et à intervenir plus vite. C'est le sens de la sécurité tertiaire et nous avons lancé en 2003 sur Peugeot et Citroën ce que l'on appelait l'appel d'urgence, qui s'appelle en Europe l'e-call et qui consiste à appeler automatiquement les secours en cas d'accident en envoyant dans le message au secours par la ligne téléphonique GSM les coordonnées GPS précises de l'accident. Et ainsi, les secours sont prévenus, alertés très vite et savent exactement où est la voiture. On a plus d'1,2 million de voitures qui aujourd'hui circulent en Europe dans à peu près 11 pays. Bon, il y a quand même un certain cafouillage européen au niveau de cette question de l'e-call parce qu'il y a un deuxième système que l'Europe tente d'imposer. En fait, l'Europe veut depuis des années imposer l'e-call, mais la stratégie technique de la Commission européenne repose sur l'appel au numéro 112, qui est le numéro d'urgence européen, universel, et sur l'usage d'une technologie qui permet à la voiture d'alerter directement les secours.
Nous, chez PSA, comme d'autres constructeurs qui sommes les seuls aujourd'hui à proposer une telle fonction sur le marché, le système européen n'existe pas encore et n'existera pas avant plusieurs années, nous avons choisi une solution qui permet, entre les secours et la voiture, d'intégrer un plateau d'assistance dont le métier est de faire la qualification de l'accident. Et de ce point de vue-là, nous pensons que notre système est supérieur en termes d'efficacité. Merci Jean-François Huer. Dans l'actualité du mondial, la voiture électrique bien sûr, les constructeurs ont retenu 2 solutions, la vente du véhicule batterie incluse ou la location de cette batterie de manière à abaisser le prix d'achat du véhicule. Chez Smart, en revanche, on a décidé de ne pas choisir ou plutôt de laisser le consommateur choisir, comme le précise à votre micro Stéphane Chabrier, Séverine Bertrou, responsable marketing pour Smart. La Smart électrique peut d'ores et déjà être commandée dans notre réseau de distributeurs et les premières livraisons interviendront dans les semaines qui viennent d'ici la fin de l'année. Quels sont les tarifs ? Alors, le tarif catalogue de base est à 24 250 €, mais nous avons la chance avec notre Smart électrique de bénéficier du bonus gouvernemental de 7 000 €. Et comme nous proposons également la batterie avec un système de location mensuel, le tarif démarre à 12 450 € pour la voiture, plus 65 € par mois pour la location de la batterie. Cela veut dire que le consommateur, le client, va avoir le choix entre acheter la batterie ou pas ? Exactement, vous avez la possibilité d'acheter le véhicule complet. Dans ce cas, la batterie est garantie 2 ans comme le reste du véhicule. L'avantage du système de location, c'est que pendant toute la durée de location de la batterie, celle-ci est garantie et entretenue jusqu'à 10 ans maximum. Pour son modèle Electric Drive, Smart annonce 140 km d'autonomie. Le véhicule est également disponible dans une version cabriolet. En bref, BMW s'affirme comme le numéro 1 du haut de gamme. Depuis le début de l'année, le constructeur bavarois a écoulé 1 110 000 véhicules à travers le monde. Un résultat en hausse de 8,6%. BMW devance Audi et Mercedes. Nouveau rappel massif chez Toyota, le plus grand constructeur automobile japonais a annoncé ce mercredi, hier, qu'il allait rappeler près de 7,5 millions de voitures dans le monde pour un risque d'incendie que pourrait provoquer le système électrique des lève-vitres. En France, 126 000 Yaris, Auris et RAV4 sont concernés. Le mondial de l'automobile 2012 est à suivre aussi sur autorouteinfo.fr et sur les réseaux sociaux, avec notamment le @ ou le hashtag autorouteinfo, à voir également sur notre site toutes les vidéos de notre émission Plein Phare, présentée par les journalistes de la rédaction. Une émission Plein Phare réalisée par Éric Fromentin avec à la régie vidéo Sébastien Bontemps et les moyens techniques de GoPro. À 15h, Anne-Sophie Connéfal recevra notamment Jean-Michel Calou et il sera question du Rescue Code. Liberté, vacances. Si vous utilisez vos chèques vacances pour payer